Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous n'êtes pas levé trop tôt et en tout cas que vous avez eu suffisamment de facilité de transport pour arriver ici. Je suis Philippe Tavernier, je suis le président de l'Imergie, donc je suis heureux de vous accueillir pour ce petit déjeuner et ce café cloud consacré à l'hybridation. J'espère qu'on aura de l'intérêt à partager et à échanger sur ce sujet et puis que je pense vous aurez l'occasion et de poser des questions, je l'espère, d'avoir des réponses. C'est jamais évident, mais c'est l'objet de ce type de meeting. Peut-être également de constituer du réseau ou de partager avec d'autres acteurs vos propres réflexions sur le sujet. En guise d'introduction, je souhaitais attirer votre attention sur deux choses qui me paraissent légitimer cette discussion et qui, pour certains routiers, en tout cas avec un certain nombre d'heures de vol, on a pu constater que les premières 40 années de l'IT, Information Technology, avait été plutôt consacré à optimiser, rationaliser, automatiser un certain nombre de travaux qui étaient répétitifs ou peu intéressants et sur lesquels on pouvait gagner en productivité. Ça a été toutes les chaînes de crédit, ça a été la mise en œuvre d'automatisation d'un certain nombre de process et de RP. Et ça nous a occupé, pour ceux qui sont dans cette profession, pas mal de temps. Ça nous occupe d'ailleurs encore parce que le travail n'est jamais terminé. Et puis il y a quelques années, on va dire une dizaine d'années, mais enfin ça s'accélère de plus en plus avec l'arrivée d'Internet, on s'est rendu compte, en tout cas certains se sont rendus compte que ce qui était au départ un mal nécessaire de gain de productivité en interne pouvait subitement devenir un vrai vecteur de différenciation, un vrai vecteur de business. Et du coup, effectivement, l'IT n'était plus uniquement un processus interne d'automatisation, mais devenait un vrai enjeu de nouveaux business, de nouvelles manières de travailler ensemble, de nouvelles manières de se connecter aux fournisseurs, en tout cas à la chaîne fournisseur-client. Et du coup, ce qui était de l'informatique devient du numérique. Et donc, là où sur un projet en interne qui dérapait toujours, parce que ça prenait du temps, c'était des délais, mais enfin on s'en foutait un peu, hein, même si le patron râlait, un ERP était peut-être pas en place, mais enfin bon, tout ça était de l'interne. Là maintenant, ça devient vital, c'est-à-dire que si je ne suis pas en place sur le time to market, c'est des éléments de compétitivité de business qui disparaissent. Si je ne mets pas en place une forme de réseau social à l'intérieur de l'entreprise, je démotive mes collaborateurs possiblement qui ne vont pas fournir ou avoir les éléments qui vont bien. Si je ne me connecte pas à mon écosystème pour partager un certain nombre d'éléments, je m'isole et je deviens marginalisé. Et si je ne prends pas en compte un certain nombre d'éléments de données qui sont en fait une mine que j'ai quelque part sans le savoir, non pas aux archives, mais dans tout un tas d'environnements, je ne tire pas le meilleur parti de ce qu'ont fait mes commerciaux et les différents acteurs de la boutique. Donc là, pour le coup, c'est plus forcément les délais, mais c'est les éléments de time to market, c'est la capacité à essayer, c'est la capacité à accompagner les business. Et ce qui était donc de l'informatique devient du numérique. Derrière le mot, il n'y a pas qu'un changement de sémantique pour faire moderne, il y a effectivement cette vision un peu duale du dispositif. Et la première conséquence, il y a ceux qui l'ont vu, et puis il y a ceux qui ne l'ont pas vu. En tout cas, qui n'ont pas vu ce changement. Alors, ceux qui ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient convaincus que ça ne marcherait jamais, et qu'effectivement, ou ils n'ont pas voulu dégager les marges de manœuvre, et donc ceux-là, ils sont morts, ou ils sont en train de mourir. Deux exemples qui me sont venus en tête à la voiture, mais Kodak, bien évidemment, hein. Puis récemment, La Redoute, hein. Ils sont quand même dans la VPC, mais ils se sont fait complètement bypasser là-dessus. On le regrette, il n'y a peut-être pas que ça, mais en tout cas, j'ai entendu dire que malgré toutes les sommes qu'ils avaient investies, ils avaient un système d'information totalement obsolète. C'était d'ailleurs une des priorités des repreneurs. Ce qui veut dire que, voilà. Et ceux qui ne sont pas morts, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais sont dans une logique de... on continue d'optimiser, de casqueter, de réduire les budgets, etc. Donc, et là, on a des croissances sous net à plus 0 quelque chose, moins 0 quelque chose. Bon, c'est très bien, voilà, ça continue, continuons comme ça. Et puis, mais c'est quand même pas encore au cœur de l'entreprise. Puis il y a ceux qui l'ont vu. Et parfois, un peu de manière bizarre, mais des gens qu'on n'avait pas vu arriver. Donc tous ceux qui se sont lancés dans le e-commerce, alors ils ont bien vu le nouveau gisement de business. Tous ceux qui se sont lancés dans le gaming, dans les jeux, ils ont bien vu le nouveau gisement de business. Tous ceux qui se sont lancés dans les réseaux sociaux ont bien vu le gisement de business que ça générait. Et donc voilà, on a un monde un peu dual, je prends les catégories extrêmes, mais de ces deux enjeux. Donc c'est la première grande différence, je pense. Bien sûr, il ne faut pas caricaturer, mais enfin on voit bien qu'il y a une césure qui est en train de se faire. Et même ceux qui prétendent l'avoir vu ou disent l'avoir vu ne l'ont pas encore forcément, pour un certain nombre de raisons, mis dans les faits. Et puis, une fois qu'on a dit ça,
dans ceux qui l'ont vu, donc j'imagine ceux qui sont une grande partie autour de cette table, enfin je peux l'imaginer, il y a encore deux grandes familles. Il y a ceux qui disent « je l'ai vu, mais ce que je ne fais pas moi-même n'existe pas. Je suis convaincu d'avoir, alors je m'inspire, mais je suis convaincu d'avoir toutes les solutions, et je vais donc expérimenter par moi-même et continuer à faire par moi-même. » Le not invented here, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai besoin de m'approprier un certain nombre d'éléments et donc de me reconstituer les dispositifs qui vont bien. Et là, pour objecter ce qui peut exister ailleurs mais qui ne fonctionnerait pas chez moi, je le vis assez souvent en clientèle, on vous sort toutes les fameuses cartes de « oui mais c'est pas sécure »,« oui mais c'est pas optimum »,« oui mais ça marche pas »,« oui mais quid de backup », enfin toute la litanie, que plutôt que d'essayer un nouveau modèle, eh bien, on préfère rester sur la réserve. Je pense que ce n'est pas votre cas. Cela étant, ça se voit encore tous les jours, c'est-à-dire une espèce de frilosité à justement accompagner ce mouvement du numérique en trouvant un certain nombre de freins, parfois véritables, mais qui en même temps sont de temps en temps quand même des bonnes logiques à s'auto-justifier de je freine comme les autres. Cela étant, dans ceux qui l'ont vu, donc ça c'est la première famille, et puis il y a ceux qui, à l'inverse, ont démarré tout de suite dans le mode natif, c'est-à-dire je ne fais rien en interne, parce que mon métier, c'est pas forcément de faire de l'IT et du numérique, et je confie tout à l'extérieur. Et donc, on se retrouve avec effectivement tout un tas de startups qui démarrent dans ce modèle, full externe, dans le cloud, pour parler de lui, mais très globalement, c'est vrai dans un certain nombre de processus. Donc, à nouveau, une césure. Alors, le monde serait parfait si tout était comme ça, c'est-à-dire dual, blanc ou noir, et absolument facile à quantifier. C'est pas aussi simple que ça, parce que... enfin, on aimerait bien, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que il y a, d'une part, des environnements où il y a déjà de l'héritage, il y a déjà des effectifs, il y a déjà des engagements qui sont pris, il y a un actif à faire tourner, à pérenniser, et il y a donc ce qu'on appelle un processus de transformation. Et la transformation est un élément qu'on va retrouver dans toutes les entreprises, dans tous les organismes aujourd'hui, parce que c'est le meilleur moyen de rester dans cette compétitivité, dans cette modernité, d'attirer des talents et de trouver des nouveaux gisements de business. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai bien évidemment pour les entreprises privées, soumises à une compétition locale, nationale, internationale, même Internet, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous ouvrez un truc au fin fond, le monde est votre terrain de jeu. Et puis c'est vrai aussi pour les secteurs publics. J'entendais qu'il y a un strategic board War Room, enfin maintenant même on parle de War Room à l'Elysée, vous trouvez 50 milliards. Et je leur souhaite de trouver parce que j'ai payé le dernier tiers provisionnel comme vous, j'imagine que bon, voilà, donc on souhaite d'accompagner. Mais il y a un moyen qui consisterait à faire différemment, c'est-à-dire que d'utiliser des recettes du 19e ou du 20e siècle pour arriver au monde d'aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est simple, j'ai pas la recette, je suis pas un donneur de leçons, mais je pense qu'il y a matière à mieux faire dans la e-éducation, e-santé, e-démocratie bien évidemment, et tout ça est quand même un vecteur qui mériterait d'être investi. Donc, pour dire qu'au milieu de tout ça, au milieu de ces extrêmes, dont la caricature permet quand même de poser le débat, il y a effectivement tout ce qui touche à l'hybridation. L'accompagnement d'une transformation entre le make or buy, entre ce que je fais, ce que je sais bien faire, ce que je veux continuer à faire, et ce que je peux prendre à l'extérieur. Et donc, dans ce domaine-là, eh bien, effectivement, le cloud computing est un des vecteurs qui permet, c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est un des vecteurs qui permet d'accompagner cette transformation, de l'accélérer si besoin, et justement de permettre aux entreprises, aux organismes d'être un peu agiles et d'être toujours dans la course du dispositif. C'est l'objet de la discussion de ce matin, je crois. Donc, c'est comment on passe provisoirement, en tout cas tranquillement, mais en même temps de manière soutenue, d'un modèle vers un autre, en voulant préserver à la fois ce qu'on considère comme étant des actifs, parfois même des passifs, mais il faut bien se les assumer, et comment je vais dans ce dispositif. C'est la raison pour laquelle Numergy a été créé d'ailleurs il y a 15 mois, c'est pour être ce catalyseur et favoriser un certain nombre d'acteurs économiques, le fait de dire eh bien, on va vous accompagner dans cette transformation et on met à votre disposition un certain nombre de moyens que vous pouvez vérifier, valider, auditer, etc. Puisque je comprends légitimement votre volonté de comprendre les tenants et aboutissants, mais en même temps qu'ils sont immédiatement opérationnels et disponibles, que d'ailleurs près d'1 millier de clients font déjà tourner sur un certain nombre d'environnements, pour vous consacrer à l'essentiel, que sont les usages, que sont les développements de business. Et nous prenons un certain nombre d'éléments qui nous paraissent totalement pour certaines startups ou partiellement dans le cadre d'un élément hybride, des éléments qui vont vous accompagner, vous faciliter la vie. C'est ça l'objet, c'est ce que nous faisons. Vous n'avez plus à vous occuper d'un certain nombre de sujets, ça ne veut pas dire que quand nous le déléguons, il ne faut pas contrôler,
mais ça veut dire que tous les aspects d'obsolescence, tous les aspects de migration technique, même tous les aspects de sécurité, quoi que vous en pensiez, parce que cloud computing d'infra et sécurité, c'est co-substantiel. Hein. Si je ne suis pas sécure, au-delà même de toutes les attentes, je n'existe pas. C'est comme un banquier sur lequel toutes les portes et les coffres ouverts seraient ouverts, on peut l'imaginer. Donc c'est la raison d'être de Numergy, et donc un certain nombre d'acteurs sont dans la salle pour discuter avec vous et répondre à vos questions. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction pour poser un peu le cadre et le décor. Donc je crois qu'il y a un certain nombre d'interventions. La première est prévue par Simon Tech, si je ne dis pas d'erreur. Pardon. Solucom, oui, je ne suis pas encore réveillé, moi j'ai pas eu encore mon café. Solucom, donc qui va effectivement brosser un peu le tableau de tout ça. Je pense que Patrick Debus-Pesquet fera ensuite une présentation de notre façon, nous, d'avoir compris ce processus de l'hybridation. Et puis je crois que Bull fait aussi une intervention, donc vous aurez... c'est bien ça, hein? Oui. C'est bien ça, je ne peux pas me tromper quand même deux fois. Donc je pense que vous aurez comme ça un panorama d'un certain nombre d'acteurs que je crois assez crédibles et qui vont vous donner leur propre vision du dispositif. Voilà ce que je voulais mettre en guise d'introduction. N'hésitez pas surtout à réagir, n'hésitez pas à intervenir, à vous offusquer le cas échéant, ou au contraire à signifier votre assentiment, parce que dans un marché qui est aussi en démarrage, il est important que nous ayons ensemble, à la fois fournisseurs et clients, une démarche conjointe d'une trajectoire vers le cloud, parce que c'est une véritable trajectoire. Si ce n'est pas totalement en mode natif, ça mérite d'avoir des visions communes, des retours d'expérience communs et de partager des points de vue. En tout cas, c'est tout le bien qu'on souhaite pour nos entreprises, pour les collaborateurs et pour l'économie de demain et d'après-demain. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée, je vous remercie de votre attention et je vais vite aller déplacer ma voiture avant qu'il me l'enlève. Je reviens tout de suite avec vous. Merci. Bonjour à tous. Donc Maximilien Moulin, cabinet Solucom. Je suis consultant senior chez Solucom. Je pense que c'est peut-être un petit peu utile qu'on revienne sur qui est Solucom. Apparemment, on nous confond avec Symantec. Non, je plaisante. Donc Solucom est un cabinet de conseil indépendant en management et système d'information. Alors j'insiste sur le terme indépendant. On est indépendant à trois égards. Indépendant, terme capitalistique, le capital de Solucom est aux mains de nos fondateurs et dirigeants, principalement. Le deuxième aspect, on n'a aucun accord commercial avec des acteurs du marché, notamment IT. Aucun accord commercial. Troisième aspect, notre métier, c'est le conseil. Et c'est notre unique métier. C'est-à-dire qu'on ne fait rien d'autre, on n'a pas d'enjeu au développement, par exemple, d'activités comme l'intégration ou l'outsourcing. Solucom a plus de 20 ans, et plus de 1200 collaborateurs. C'est un cabinet qui a pour clients principalement le top 200 des grandes entreprises et administrations françaises. Et avec 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous sommes le troisième cabinet indépendant de France. Ce que nous faisons, c'est accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation. Et nous le faisons au travers d'une approche globale, en combinant six grandes pratiques, 6 grands savoir-faire, 2 autour de la transformation des métiers, donc business transformation, sur les domaines de la banque et de l'assurance, et également sur l'énergie, les transports et les télécommunications. Donc là, on est vraiment sur la transformation du métier de l'entreprise. Une practice excellence opérationnelle et IT qui accompagne les fonctions support de l'entreprise dans leur transformation, dans leur optimisation. Une practice risk management et sécurité de l'information où on est plus sur les aspects sécurité, évidemment, vous connaissez tous, et je pense que vous y faites très attention, mais aussi sur les aspects gestion des risques, et gestion des risques au sens informatique, mais aussi gestion des risques métiers, gestion des risques de l'entreprise dans son environnement. Une practice innovation digitale autour de la digitalisation de la relation client et de la collaboration en entreprise. Et enfin, une practice architecture des systèmes d'information dans laquelle je suis et qui porte plus particulièrement l'expertise cloud, mais aussi tout ce qui est environnement utilisateur ou architecture d'entreprise. Donc ça nous permet
vous apporter une réponse globale, et sur l'aspect cloud, on bénéficie vraiment d'un fort savoir-faire de références phares. Donc j'en ai reconnu quelques-uns dans la salle. Je les remercie d'être ici. On accompagne nos clients sur beaucoup de domaines, de l'appel d'offres, le RFI, le RFP, jusqu'à la définition de leur catalogue de services, en passant en amont par la stratégie de l'entreprise vis-à-vis du cloud. Donc ça on commence à avoir une grosse expérience là-dessus, et donc on a été introduit par Numergy pour vous présenter ici le cloud hybride. Alors, la présentation, je vais la faire en 3 étapes. On va revenir déjà sur pourquoi le cloud hybride, finalement, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous apporterait. Ensuite, présenter plus particulièrement comment je construis un cloud hybride. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est bien, plusieurs clouds, mais du coup, comment je fais? Et enfin, je terminerai sur quelle stratégie j'adopte. Moi, en tant que grande entreprise qui souhaite y aller, finalement, c'est quoi mon premier pas? Donc, pourquoi le cloud hybride? Aujourd'hui, les typologies de cloud public, le cloud privé, communautaire, etc., toutes les typologies de cloud vont avoir des avantages et des inconvénients très différents. Je prends 2 exemples. Cloud privé, sur du cloud privé, on va être sur finalement une maîtrise de mes applications. Ça me permet de déployer notamment des applications très spécifiques, éventuellement le cœur de métier de l'entreprise. Généralement, on va dire, je garde chez moi tout ce qui est stratégique et différenciant pour mon entreprise. En revanche, c'est très peu scalable, parce que la scalabilité d'un cloud privé, c'est vos investissements. Donc généralement, on est un peu frileux en temps de crise à investir plus. Et à l'inverse, je vais avoir un cloud public, par exemple, qui va être très scalable, qui va être très élastique, qui va me permettre de réduire pas mal mes coûts finalement d'infrastructure. En revanche, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de mettre on va dire son cœur métier, ce qui différencie l'entreprise sur un cloud public. Donc le cloud hybride, c'est la gestion de plusieurs clouds, de plusieurs types de clouds, au travers d'une interface unifiée. Donc je reviendrai sur ce concept-là après, mais qui permet finalement d'orchestrer plusieurs clouds. Je vais revenir sur 3 cas d'usage qui vous permettront peut-être de mieux sentir finalement pourquoi je peux aller sur le cloud hybride. Déjà, le premier cas d'usage, c'est finalement aussi un peu pourquoi vous allez y aller de toute façon. Le cloud hybride, dans ce cas-là, c'est un cloud privé et un cloud public. C'est un peu le cas qu'on voit, qu'on entend un peu partout. De toute façon, j'ai envie de dire, vous allez aller vers un modèle un peu comme ça, puisque vous avez des infrastructures pour la plupart en propre chez vous, que vous allez chercher à automatiser au fur et à mesure. Et puis, il est très probable que vous ayez soit dans votre stratégie défini finalement une ouverture sur du cloud public, des expérimentations sur du cloud public. Il est aussi, si vous n'avez pas prévu ça, il est aussi très probable que vos métiers, eux, le prévoient dans une approche innovante, chercher de nouveaux services que vous ne leur fourniriez pas. Donc, de toute façon, vous allez aller vers ça. Alors l'idée dans ce cas d'usage, c'est de dire, finalement, mes applications, je vais segmenter les usages, je vais mettre sur mon cloud privé, par exemple, tout ce qui est très spécifique, et sur mon cloud public, tout ce qui est très standard. Ça peut être un cas d'usage. D'autres choisiront celui développement sur mon cloud public et tout ce qui est en production sur le cloud privé. Ça, à la limite, ça dépend de finalement votre stratégie. Mais l'idée, c'est je segmente mes applications et en fonction de l'application, je vais choisir l'un ou l'autre. Ce que le cloud hybride vous permet dans ce cas-là, c'est finalement de profiter, de maximiser les bénéfices de chaque cloud. C'est-à-dire, je profite de tous les avantages du cloud public, la scalabilité infinie, l'élasticité, les coûts réduits, etc. La sécurité forte, disait M. Tavernier, effectivement. Je n'ai pas les inconvénients, type la réversibilité, etc. Parce que finalement, tout ce qui est vraiment critique pour moi et que je voudrais pouvoir faire revenir chez moi en cas de besoin, je peux très bien le déployer dans mon cloud privé. Également, le deuxième grand bénéfice de cette approche-là, c'est finalement l'enrichissement de votre catalogue de services. C'est-à-dire,
c'est compliqué quand même de développer de nouveaux services en interne de l'entreprise à chaque fois, alors que d'autres proposent. Dans une approche cloud hybride, vous allez prendre les bénéfices de votre cloud privé d'un côté, puis votre cloud public, vous allez finalement tous les nouveaux services que vous ne pouvez pas offrir juste au cas par cas, vous allez pouvoir les intégrer dans votre catalogue de services. Donc ça, c'est un cas d'usage. Un deuxième cas d'usage, on a souvent en tête justement le premier exemple, cloud privé, cloud public, mais ce que nous on voit, c'est qu'aussi le cloud hybride, ça peut très bien être plusieurs clouds publics déjà, donc ça peut être un Numergy et un Amazon, ça peut être plusieurs clouds privés externalisés aussi potentiellement, peut-être un peu plus compliqué à faire, mais c'est une possibilité. Et l'idée ici dans ce cas d'usage-là, c'est finalement une stratégie multi-sourcing, ça je crois que vous avez un peu tous l'habitude de ce type de stratégie, dans une idée d'optimisation des coûts et de la qualité du delivery forcément. L'idée c'est que si un de vos prestataires fait défaut en termes de qualité ou de coût, il augmente ses tarifs fortement, vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre. Alors, j'imagine bien que ce sera Amazon, ce ne sera pas Numergy, on resterait chez Numergy, mais ici, on est bien dans la stratégie qui fait le cœur des grands groupes en termes de sourcing, je veux optimiser mes coûts, donc je ne veux pas être juste chez un seul fournisseur. Et je pilote le tout de façon unifiée, et ça, je vais revenir dessus un petit peu après. Dernier cas d'usage, un peu marketing, un peu à la mode, le cloud bursting. L'idée du cloud bursting, c'est quoi? C'est de dire, j'ai un cloud privé, ou un cloud privé externalisé potentiellement. Puis finalement, mon cloud privé, il a cette problématique de scalabilité, il est limité, mais je peux avoir des besoins ponctuels de beaucoup plus de puissance. J'ai des badges de fin de mois, j'ai une application tous les mois, toute mon entreprise va remplir un formulaire sur une application, elle a besoin de beaucoup plus de puissance pendant une journée ou deux. Je ne vais pas forcément avoir envie de scaler mon infrastructure, de rajouter beaucoup de capacité qui est sous-utilisée pendant tout le mois pour juste quelques jours. Donc, je profite d'un cloud externe. J'ai mis externe pour ne pas dire public, parce que potentiellement, certains comptes pourront préférer un cloud privé externalisé. Mais ça, encore une fois, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. L'idée, c'est que vous avez un cloud externe et sur lequel, pour ces besoins ponctuels, vous allez rajouter de la puissance pour quelques jours, donc en mode on-demand. Le bénéfice, c'est une optimisation forcément de vos coûts, puisque vous ne faites pas de gros investissements pour cette application-là. Et ça vous permet finalement de rajouter à votre cloud privé ces propriétés de scalabilité, d'élasticité qui lui manquent, qui lui font tellement défaut. Donc voilà 3 grands cas d'usage. Le premier qui vous permet finalement d'enrichir votre catalogue de services, on va dire. Le deuxième qui vous permet de gérer du multi-sourcing. Le troisième qui vous permet de finalement rajouter des propriétés de scalabilité à votre cloud privé. Donc il y a un vrai intérêt là à y aller. Finalement, c'est plutôt que de subir le cloud hybride parce que vos métiers vont y aller ou parce que vous allez vous rendre compte que vous devez y aller, un peu trop tard, il y a un intérêt à en tirer profit tout de suite. Si on vient maintenant sur comment je fais un cloud hybride, comment je construis mon cloud. La problématique principale que vous allez vous poser, c'est finalement, j'ai plusieurs fournisseurs de cloud, donc j'ai plusieurs interfaces. Que le premier, quand je dis fournisseur de cloud 1, ça peut être votre infrastructure interne que vous avez cloudifiée sur une base VMware par exemple. Vous avez votre vCloud, il y a une première interface qui est le vCloud. Deuxième interface, côté par exemple Numergy, pour citer nos hôtes, vous avez l'interface de pilotage de Numergy. Vous avez leur interface web qui vous permettra derrière d'aller gérer votre infrastructure. Donc 2 interfaces, ce qui veut dire 2 fois plus de travail, ce qui veut dire que la facturation est finalement sur chacune des interfaces. Par exemple, vous allez aller voir, pour faire votre refacturation interne à vos métiers, vous allez aller vous connecter à chacune des interfaces, vous n'avez pas de centralisation. Tout ce qui est gestion de votre configuration, etc., tout est sur des interfaces séparées, pas très pratique.
L'idée dans le cloud hybride, pour pouvoir orchestrer tout ça, c'est de rajouter un composant qu'on appelle Cloud Management Platform, un outil de pilotage, et que vous voyez ici, ici, et qui va porter un certain nombre de fonctions qui vont être l'orchestration, forcément. Donc l'orchestration, ça va être la gestion finalement des différentes infrastructures, la création, si vous êtes dans un mode IaaS, infrastructure pure, vous allez gérer les différentes VM, par exemple, sur l'un ou sur l'autre, pouvoir passer d'un cloud à un autre, d'un cloud à revenir sur votre infrastructure traditionnelle. La facturation, centralisation de la facturation, la configuration, la centralisation de l'ensemble de vos CMDB, hein, pour parler jargon, le catalogue de services unifié, ce que vont voir vos clients, ça va être ce catalogue de services et qui doit unifier l'ensemble des services que vous proposez dans vos différents clouds. Et puis les aspects gouvernance, de reporting, de gestion des SLA, etc., etc. Et donc ça, c'est centralisé au niveau du Cloud Management Platform, du CMP, et vous pouvez avoir un public, un privé, du SI traditionnel qui est géré par ce CMP. Alors, concrètement, quelles approches vous avez en termes de CMP? Il y a plusieurs types d'acteurs dans le monde du CMP. Vous avez déjà la possibilité d'avoir une approche, ce qu'on appelait best of breed, c'est-à-dire vous choisissez un outil complètement indépendant qui va vous permettre de gérer vos différents clouds et de garder une certaine liberté, on va dire. Vous n'êtes pas du tout lié avec un acteur en particulier qui gérerait votre infrastructure. Dans l'approche best of breed, vous avez trois types d'acteurs. Vous avez les acteurs en haut qui sont plus traditionnellement liés à l'élaboration d'un cloud privé, donc OpenStack pour ne pas le citer, par exemple, vous permet de créer un cloud privé et ensuite d'avoir une fenêtre pour aller sur Amazon, donc AWS. Les pure players multi-cloud sont les acteurs qui sont construits sur la notion de cloud hybride. C'est-à-dire finalement, des gens comme Scalar, comme Dell Cloud Manager, qui est en fait un rachat de Enstratus, qui est une solution multi-cloud, qui va permettre de gérer plusieurs clouds en simultané, sans avoir un lien avec votre infrastructure en particulier ou quelque chose que vous avez déjà déployé chez vous. Et puis vous avez les acteurs traditionnels, les solutions logicielles traditionnelles que vous avez déjà déployées et qui finalement ont développé de plus en plus de fonctionnalités, comme un BMC, comme un IBM ou un HP, qui ont aussi sont lancés sur des approches d'implémentation d'OpenStack. Ça, c'est une approche qui va être vraiment, je déploie une solution finalement complètement même indépendante de ce que j'ai dans mon infrastructure, et puis je la mets en place et je peux aller sur un cloud public ou voir sur d'autres clouds, des clouds différents. L'autre approche, dite intégrée, c'est finalement à l'inverse le risque minimum. J'utilise mon infrastructure, donc 80% on va dire sont sur VMware, clairement pour parler clairement, et j'utilise cette infrastructure finalement pour aller sur le cloud public du fournisseur. Donc VMware, je vais sur le cloud public de VMware. Microsoft, je vais sur le cloud public Microsoft, Azure. Là, je veux dire, c'est la simplicité de déploiement. Je vais revenir un tout petit peu là-dessus après, mais il n'y a quasiment rien à faire pour vous que d'ouvrir finalement votre porte au cloud public du fournisseur. Ça, on est dans une approche où vous construisez vous-même votre cloud hybride. La dernière approche, c'est finalement, on parlait de make or buy tout à l'heure, pour des acteurs notamment qui sont très externalisés, je peux avoir une approche où je prends un contrat chez un broker de services, donc qui va me proposer plusieurs fournisseurs différents, plusieurs clouds différents. Et en fait, mon seul point de contact, c'est ce broker-là. Ça peut être par exemple un link by net qui va avoir une porte chez Amazon et une porte chez Numergy et qui va me permettre du coup de mettre mon infrastructure chez l'un ou chez l'autre de façon complètement transparente et tout est géré par link by net et moi je contractualise qu'avec link by net. Ça peut être une approche. Je dis link by net, ça pourrait être le cloud by bull, on le verra après, mais je pense que ça sera plus... je laisserai les experts en parler.
Je reviens sur les deux premières approches. Je vais les détailler un tout petit peu pour vous expliquer. Dans l'approche Best of Breed, j'ai pris l'exemple d'Eucalyptus, qui est concurrent d'OpenStack. L'idée, c'est vous avez votre infrastructure chez vous, vous allez déployer les outils d'Eucalyptus. Et alors la particularité d'Eucalyptus, c'est qu'ils ont complètement mappé leur outillage sur celui d'Amazon. Donc en fait, les API qui sont utilisées chez Eucalyptus sont exactement celles d'Amazon et vont lui permettre, par exemple, d'aller sur Amazon Web Services. Les avantages d'une solution comme ça, je le disais, c'est finalement la liberté que vous avez de passer chez un fournisseur ou chez un autre. Vous n'avez pas de contraintes particulières, vous allez déployer votre propre solution. En revanche, l'inconvénient que je voulais souligner, c'est quand même la complexité de déploiement de ce type de solution. Alors, on le voit chez nos clients, on le voit chez d'autres acteurs, OpenStack notamment, Eucalyptus également, ce sont des solutions quand même qui sont relativement complexes à mettre en œuvre et qui vont demander beaucoup d'expertise. Donc ça peut être un frein chez les grands comptes. L'approche intégrée, c'est l'extension de votre propre infrastructure. J'ai finalement juste à mettre en place une liaison WAN ici entre mon infrastructure chez moi et le cloud public, par exemple de VMware. Et là, je peux très facilement déborder sur le cloud public de VMware et j'ai quasiment rien à faire. Alors c'est une approche qui est très simple à déployer, avec très peu de risques. En revanche, l'inconvénient de ce genre de solution, c'est clairement que vous êtes lié au fournisseur à VMware, par exemple, en l'occurrence, ou à Microsoft. Vous êtes complètement lié à lui et vous avez du mal ensuite à vous en séparer. Donc voilà deux approches complètement différentes. Alors la question qui est sous-tendue, c'est finalement qu'est-ce que moi, à grand compte, je peux faire pour aller vers le cloud hybride. Alors, j'aurais tendance à dire, finalement, la maturité de toutes ces solutions-là, elle est relativement naissante. Toutes ces solutions sont relativement jeunes. Comme on le voit, certaines sont très complexes à déployer. Donc, l'approche que vous avez, l'approche que vous devez avoir, va dépendre de votre stratégie vers le cloud, votre stratégie d'adoption vers le cloud. Soit vous avez une stratégie d'adoption relativement lente, vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas une stratégie forte de déploiement. Auquel cas, moi, le conseil qu'on vous donne, c'est finalement, utilisez votre infrastructure, débordez sur un cloud public, faites-vous un peu la main sur ce que ça veut dire que le cloud hybride, l'optimisation des processus, la gestion du coup de la relation client, transformez votre DSI en broker et utilisez cette expérimentation pour transformer votre DSI en broker. Et derrière, vous aurez le temps de revenir sur une stratégie plus complète de déploiement. Soit vous avez une approche un petit peu plus forte vers le cloud, vous avez un certain volontarisme. Et alors là, deux choix peuvent être faits. Soit vous êtes finalement vous avez une forte habitude à externaliser vos solutions. On a des clients qui font beaucoup d'externalisation. Auquel cas, utilisez donc un broker ou poussez votre fournisseur actuel à devenir broker. Donc c'est typiquement le scénario 1 ici. Vous allez chez un Link-Bynet, un Bull ou alors Numergy c'est avec Bull, mais c'est une façon de le replacer. Soit vous avez une approche cloud privé, vous êtes en train de déployer un cloud privé ou vous voulez déployer un cloud privé, auquel cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est directement effectivement de vous munir, de vous faire accompagner par une expertise qui va vous permettre de déployer un OpenStack ou un Dell multi-cloud ou une solution de ce type-là, en tout cas, pour bénéficier vraiment de tous les avantages du cloud hybride. Un petit peu plus, ça requiert un peu plus d'expertise, mais c'est dans une approche vraiment, on va dire une approche cloud rapide, ça a des bénéfices immédiats. Voilà, donc j'espère que je vous aurai un petit peu donné envie d'aller sur du cloud hybride. Donc si je reviens un petit peu sur le processus, finalement, vous allez y aller de toute façon, parce que soit vous le faites dans votre stratégie, soit vous serez poussé par vos métiers pour le faire. Donc finalement, autant en tirer parti, autant
maximiser les avantages et réfléchir à ces cas d'usage qui vont vous permettre de tirer parti d'un cloud hybride. Et sur la manière d'y aller, on va dire il faut de toute façon faire un pas. Donc allez-y, démarrez en fonction de votre type d'adoption, démarrez sur quelque chose, soit une approche en interne, soit une approche en externe. Mais de toute façon, il vous faut faire un pas. Donc nous serons là si vous le souhaitez pour vous accompagner. Mais en tout cas, allez-y. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Donc, merci à Maximilien d'avoir ouvert, on va dire, le panorama de la réflexion autour de qu'est-ce qu'un cloud hybride, quelles sont les différentes formules, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Je pense qu'on a eu une description assez pratique. Donc, comme nous sommes acteurs de ce marché, maintenant je vais vous parler du choix que Numergy a fait. Donc, je me présente, je m'appelle Patrick Delus-Pesquet, j'ai la fonction de directeur technique au sein de Numergy, et donc chargé à la fois d'articuler une forme de vision et une réalité technique et un catalogue de services qu'on espère suffisamment, on va dire, pétillant, attractif et capable d'apporter des solutions pragmatiques à un ensemble de questions qui sont extrêmement importantes. Donc Maximilien a précisé, il y a des modalités qui sont liées, on va dire, au cloud hybride, et la question c'est, y a-t-il un pilote dans l'avion? Il est où? Il est chez qui? Qu'est-ce qu'il fait? À quel moment je peux l'invoquer? Et quels sont finalement le niveau de confiance que je peux attendre de ce pilote dans cet avion qui est quand même à la fois une piste absolument importante pour le business, parce qu'elle répond à des problématiques on va dire, de contraction de budget, de choix stratégiques, de technologie, et en même temps, on a besoin de satisfaire les métiers au sein des entreprises. Et donc là encore, il y a des choix qu'il faut mieux éviter de faire lorsqu'on décide de s'allier, on va dire, à un fournisseur de cloud qui soit, alors on va l'appeler public de manière générale. Ce genre d'organisation, pour vous, ça veut dire le chaos dans les services, donc un engagement de service pas obligatoirement bien maîtrisé. On peut se mettre beaucoup d'efforts pour faire en sorte que le service à rendre, il puisse être rendu, mais dans des conditions particulièrement troublées, donc rupture des services. Je pense que ça, c'est des choses que vous avez ou expérimentées ou vous-même déjà vécues. Et enfin, le travail d'équipe entre un partenaire, un fournisseur de services et son client. Je pense qu'il y a des relations qu'il vaut mieux veiller, encadrer et faire en sorte que l'efficacité soit la première des valeurs sur lesquelles on puisse poser. Donc pour pouvoir ce faire, il faut réfléchir à des formats d'architecture. Maximilien a présenté, on va dire, différents types de modèles. Je pense que je vais vous présenter maintenant avec profondeur, efficacité, ce que Numergy a décidé de faire au sein de sa stratégie et les moyens que nous avons mis en place pour pouvoir arriver, on va dire, à une définition qui soit assez semblable à celle qui a été proposée tout à l'heure. Donc, un cloud hybride, c'est un client qui possède des ressources avec un format cloud, on va dire, privé, et puis un autre acteur qui détient des ressources, donc un tiers. Et la question, c'est comment on fusionne, on va dire, l'ensemble de ces ressources pour pouvoir répondre à un certain nombre de cas d'école qui sont, est-ce que j'ai besoin de capacités supplémentaires? Alors peut-être pour un batch, peut-être pour un événement événementiel. Il y a un exemple assez précis, je pense que vous le connaissez assez bien, c'est le monde YouTube. On ne vous demande pas préalablement combien de fois vous voulez être vu pour mettre en place l'infrastructure qui soutient, on va dire, l'accès à la fabrication de contenu, qui n'est pas la propriété de YouTube, mais qui est la propriété de chacun de nous, proposant sur une plateforme de service une élasticité fondamentale qui répond, on va dire, à un nombre de sollicitations qui, par nature, n'est pas prévisible. Or, vous savez tous, puisque vous opérez des systèmes d'information de longue date, le préalable à tout projet, c'est de définir combien de fois je vais être consommé, combien j'ai de clients. Ceci détermine, on va dire, la nature de l'infrastructure, et donc l'infrastructure de votre budget va refléter, on va dire, à la fois la volumétrie, à la fois la qualité de service, et enfin, le service que vous voulez fabriquer pour vos utilisateurs. Eh bien, lorsqu'on parle d'un cloud hybride, on essaie de mélanger le best of breed, mais là, je ne vais pas parler d'une technologie particulière, mais d'une architecture qui, fondamentalement, est capable de répondre à un besoin d'élasticité, à une capacité de fiabilité indiscutable, donc on va dire un niveau de service, un SLA, qui vous permet d'avoir sérénité quant au fait que votre partenaire de cloud va vous apporter les ressources au moment où vous en avez besoin. Alors, un petit regard, il m'a paru assez important de comparer finalement continent par continent.
Si on regarde l'adoption de l'Europe et des clients européens sur l'appétence qu'ils peuvent avoir sur le cloud versus ce qu'on a pu observer aux États-Unis, sur une plaque continentale beaucoup plus large, avec un nombre de clients plus important, on s'aperçoit que finalement, l'habitude américaine qui est plutôt « je vais tester, puis enfin je vais me convaincre et possiblement adopter un certain nombre de nouveaux moyens », eh bien ce mouvement a été initié plutôt dans les années 2003-2005 aux États-Unis, et il a commencé nativement, non pas par « est-ce que j'ai besoin de faire cohabiter mon cloud privé avec une structure publique ?» mais « je vais tester massivement les services que me propose le cloud public », et enfin, le mouvement pendulaire fait qu'un certain nombre de ces workloads ou de ces usages ont tendance à être rapatriés au sein d'un cloud privé, et donc on s'aperçoit que mécaniquement, l'Europe a plutôt démarré avec une appropriation du cloud privé pour enfin s'interroger si effectivement, lorsqu'effectivement je suis en situation de ressources rares, comment je peux aller me sourcer ou me nourrir de nouvelles capacités. Et donc ce mouvement, il est un petit peu inversé dans la mesure où les clouds privés sont très présents en Europe et les acteurs de cloud public peu nombreux, beaucoup moins massifs que ceux qu'on peut opérer et ceux qu'on peut observer aux États-Unis. Néanmoins, le mouvement de réappropriation des workloads critiques pour l'entreprise, on le voit passer du public vers le privé aux États-Unis, alors qu'en Europe, et en particulier en France, on voit un mouvement du privé vers le public dans la mesure où la disponibilité des ressources dans un cloud privé, elle doit être gérée comme n'importe quelle autre discipline de l'informatique, avec un capacity planning adapté, et donc forcément des choix budgétaires qui ne sont pas par nature extensibles. Donc le mouvement privé-public, public-privé, en France et en Europe, il se traduit par un besoin d'hybridité ou nativement d'être capable de pouvoir intégrer sur la base de standards technologiques des catalogues de services qui sont interopérables et capables d'apporter le surcroît de puissance dans un certain nombre de cas. Et puis je pense qu'il y a une différence aussi extrêmement importante, même si on parle beaucoup d'innovation. Aux États-Unis, les clients américains pilotent l'innovation par la notion de technologie de l'information. Et il y a quelques exemples qui sont en train d'émerger. Alors je ne vais pas vous parler de Big Data parce que je pense que vous devez en avoir plein les oreilles. Big Data, c'est effectivement une grande direction de marché, mais comment on l'alimente, comment on le finance, comment on le budgète, comment on le gère et pour quel type de nouveaux services. On s'aperçoit qu'aux États-Unis, le pilotage de l'innovation par la technologie est très souvent nature à expérimentation, et plutôt que d'investir dans une notion de CAPEX, on va plutôt mettre en place une dynamique d'OPEX pour aller nourrir ces projets d'innovation, parce que l'innovation par nature, elle est multiple, elle est diverse, elle n'est pas spécifiquement technologique, hardware ou software, elle est un ensemble de combinaisons qui permettent de rendre un service plus simple, plus efficacement et avec une maîtrise des coûts plus importante. Alors le savoir-faire de Numergy, c'est un peu provocateur, mais Hybrid by Design, notre entreprise, elle s'est construite sur cette notion de coparticipation. Nous avons une plateforme, et cette plateforme a la vocation à être consommée, et elle peut être consommée nativement parce que vous avez fait le choix d'aller vous sourcer sur un système de cloud public, ou bien alors, de manière beaucoup plus évidente, c'est j'ai besoin de trouver un acteur de confiance, j'ai besoin d'avoir des caractéristiques qui sont liées à la conformité et à l'usage des données que je pourrais éventuellement positionner sur cet acteur. J'ai besoin d'avoir aussi des capacités à avoir une proximité avec mes clients. Donc le site internet lui-même ne suffit pas à augmenter et à préciser la nature des services que vous pourriez trouver sur ces plateformes. Et c'est pour ça que Numergy s'est doté d'un réseau commercial indirect, pratiquant à la fois la spécificité, la professionnalité et le savoir-faire, qui permet de rendre possible, on va dire, la communication entre des environnements qui sont par nature susceptibles d'apporter beaucoup de valeur business à l'entreprise et en même temps sur lequel on a besoin de faire baisser l'intensité des craintes, des peurs inhérentes au fait que, effectivement, mes données, elles ne sont plus dans mon environnement, mais sont-elles pour autant plus exposées au danger? Voilà des choses qui sont nativement intégrées dans notre dynamique chez Numergy. Donc on a un savoir-faire, et on va en parler dans quelques minutes, qui est par nature hybride, puisque nous avons piloté, comme Maximilien l'a cité tout à l'heure, de nouvelles applications, de nouvelles plateformes qu'on appelle des Cloud Management Platforms, des CMP, et je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi un axe technologique. Je vais vous démontrer, en tout cas je l'espère, que cette démarche-là, elle est faite pour vous accompagner dans l'innovation, de telle manière à ce que vous puissiez être à la fois un acteur
intégré dans cette nouvelle dynamique qui vous permet d'utiliser une plateforme fédérée, montrant différents types de plateformes technologiques, mais qui convergent vers la notion de service et d'élasticité. Industrielle, il ne peut pas être un cloud aujourd'hui public sans avoir une démarche industrielle. Ça veut dire que la personnalisation à outrance que vous avez connue dans vos systèmes d'information n'est pas possible dans un environnement de cloud public, puisque par nature, il faut que l'ensemble des services soient mutualisés pour qu'ils puissent être dynamiques et élastiques. Enfin, la capacité d'ouverture, elle est essentielle, puisque le choix d'un cloud public, c'est d'avoir la possibilité d'être interconnecté rapidement avec des considérations qui sont à la fois pratiques, maîtrisées au sens des budgets et technologiquement viables. Donc la définition, j'ai pris deux grands exemples qui sont le CERN, qui avait exprimé un besoin de capacité, comme ça a été précisé tout à l'heure, donc ce n'est pas du batch au sens IT du terme, d'une grande banque ou d'une compagnie d'assurance, mais avoir besoin d'une grande capacité de calcul, un faible stockable, une faible bande passante, c'est typiquement le choix que le CERN a fait pour répondre à un certain nombre de ses études. Mobiliser de la puissance de calcul intensif, c'est beaucoup de CAPEX pour un taux d'usage relativement mitigé sur le long de l'année. Donc, aller se sourcer sur des équipements de dernière génération, avec des processeurs extrêmement rapides, de la mémoire disponible, des machines qui sont elles-mêmes en mode PRA, donc en mode sécurisé. Voilà typiquement les services qu'on peut attendre d'un cloud public. J'ai choisi quand même, avec un parti pris évident, ce que nous faisons aussi pour un de nos clients qui s'appelle la SNCF, pour le service interne qu'ils ont appelé SharePoint, eh bien, en mode débordement, en mode hybride, Numergy rend déjà ce service au travers de son infrastructure. Donc voilà un exemple d'un grand client qui fait effectivement fi à la fois de la notion de frontière qui appartient à son système d'information et aller chercher de l'information, de la capacité à satisfaire, on va dire, les croissances qui sont en mode pic. Eh bien, Numergy a répondu à la fois à cet objectif, d'à la fois de transparence, mais de débordement, de telle manière à permettre à SNCF, avec sa structure SharePoint, d'absorber les nouvelles applications. Et le fameux time to market, la réduction du temps pour aller par le marché, pour aller vers le marché, est un élément substantiel que le cloud hybride est capable de vous apporter. Donc quelques règles, métiers propres aux clients, pour lequel un cloud public doit avoir des caractéristiques de réponse prêts à mettre en œuvre, une analyse de risque qui est liée à votre métier, à vos données. La conformité est un élément essentiel. Il faut être capable de démontrer dans une démarche de type certification, de type brevet, de type moyen de sécurité proposé, garantir que votre conformité n'est pas violée du fait que vous alliez exposer des données dans une surface qui n'est plus votre propriété, mais pour laquelle vous gardez la possession de la donnée. Il faut effectivement la maîtrise des coûts, un délai de mise en œuvre, ce qu'on appelle le provisioning ou le commissionnement des ressources, extrêmement rapide. Je vous rappelle, j'ai parlé de l'exemple américain. Dans les années 2003, 2005, provisionner un nouveau serveur pour un besoin d'une nouvelle application, ça pouvait prendre, allez, on va dire que les Américains ne sont pas meilleurs que les Européens, entre 3 et 6 mois. Lorsque des acteurs comme Amazon sont arrivés, on est passé de 6 mois à quelques heures. Cette notion de time to market participait finalement à utiliser des technologies qui permettaient de réduire le coût de mise en œuvre, la maîtrise de la mise en œuvre et en même temps le délai de mise à disposition. Le niveau de service est un élément essentiel. Je pense qu'on ne sait pas s'engager sur une ligne business si on n'a pas un engagement de service. Vous pratiquez l'engagement de service depuis de nombreuses années. Pour nous, sans engagement de service, vous ne pouvez pas maîtriser le service qu'on va vous offrir. Le SLA est un élément fondamental sur lequel la confiance repose et la capacité à, on va dire, évaluer votre fournisseur de services cloud est un élément essentiel sur lequel on va pouvoir se poser. Les SLA, pour ce qui nous concerne, on les verra un petit peu plus tard, sont absolument importants. Et la dimension de sécurité, j'ai parlé de conformité, là je vais parler plus spécifiquement comment je reconnais un individu, comment je provisionne ses droits, comment je le supprime de la fonction d'accès au service. Voilà des éléments de sécurité extrêmement importants. On parlera tout à l'heure un peu plus tard de la cybercriminalité, c'est un petit peu un peu complexe. Mais cette notion-là, elle est fortement ancrée à la fois dans le cœur de la plateforme Numergy, et c'est une dimension auquel on ne sait pas échapper, puisque la confiance passe par effectivement le partage de bonnes règles, de bonnes pratiques autour de la sécurité. La définition,
un autre élément de définition chez Numergy, on a une définition numérique et juridique. Je vous rappelle quand même qu'il y a un élément qui est sorti dans la presse il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Prism. Prism a mis en avant un certain nombre de méthodes, de pratiques, sur lesquelles effectivement les lois nationales montrent qu'on a une protection plus native lorsqu'on est dans un espace territorial lié, on va dire, au pays dans lequel on vit et dans lequel les systèmes d'information sont posés, et surtout là où sont posées vos données essentielles. Pour ce qui nous concerne, nos data centers s'opèrent en France, la loi française s'applique, et la loi européenne vient aussi compléter ce dispositif. Ça veut dire que si on avait une violation de ces droits, le tribunal qui prendrait en charge, on va dire, la fixation du litige serait fondé sur des lois françaises. Ça, c'est un élément extrêmement important, parce que je pense que la nature de la protection de la donnée est devenue une réalité auquel les entreprises aujourd'hui sont extrêmement attachées, et au-delà de ça, on a besoin de garantir à nos clients que la protection de la donnée est un élément sur lequel on n'est pas optionnel, on est engagé, on décrit ce qu'on fait, et pour ce qui nous concerne, nous avons lancé 2 certifications, à la fois la certification ISO 27001 et à la fois la certification qui nous permet d'avoir l'hébergement des données de santé. Là encore, vous connaissez ces processus, sont assez longs, il faut démontrer ce qu'on fait, il faut prouver ce qu'on fait, et il faut être capable d'être audité en permanence. C'est un élément de la confiance sur lequel, effectivement, Numergy a beaucoup travaillé. Enfin, une plateforme technologique, on va voir un peu plus loin de quoi elle est construite, mais aujourd'hui, elle est capable d'opérer 2 moteurs numériques qui, comme l'a été cité tout à l'heure dans la présentation précédente, VMware occupe environ 80% aujourd'hui de la virtualisation des grandes entreprises. Nous disposons d'une plateforme fondée à la fois sur VMware et la nouvelle plateforme sur laquelle nous travaillons de manière très active, de telle manière à la rendre opérationnelle et en production à partir de la fin de ce trimestre, est fondée sur OpenStack. Je veux juste rappeler que l'hybridité, c'est un mécanisme qui est fondé aussi sur des API. API, c'est un mot-clé qu'il faut essayer d'adapter dans les nouveaux vocabulaires et dans la nouvelle dynamique liée à l'innovation. L'API, ça permet d'interagir automatiquement avec des mécanismes qui sont non pas liés à une interface, comme Maximilien le soulignait tout à l'heure, mais plutôt de profiter de mécanismes qui sont directement liés à votre catalogue de services et qui permettent d'invoquer la structure de cloud hybride qui vous permet d'avoir du débordement, de plus de capacité et davantage, on va dire, de réalité business à satisfaire vos métiers, à savoir que le time to market est un élément fondamental aujourd'hui sur lequel les entreprises travaillent énormément. On est arrivé dans la notion d'application à cycle très court, dont la durée de vie n'est plus fondée comme sur un ERP 10 ans, 15 ans, mais une nouvelle application, elle doit être construite vite, elle doit répondre à des objectifs business qui sont eux-mêmes mouvants. Donc la durabilité des applications fait qu'on a besoin maintenant de structures très volatiles, capables de satisfaire la puissance et en même temps la manière dont l'application va être consommée. Donc 3 niveaux de SLA, j'en ai parlé juste avant. Des niveaux de SLA, on va dire, quand même très élevés pour peu de ressources consommées. Un deuxième niveau beaucoup plus tendu avec un SLA plus proche de ce qu'on trouve dans les grandes entreprises. Et enfin, un dernier niveau qui est équivalent à 52 minutes d'arrêt par an. Donc ça veut dire un dispositif hautement automatisé, profondément industriel et qui vous garantit objectivement que si votre application critique tourne sur le cloud hybride de Numergy, vous aurez la capacité de réponse d'un énorme dispositif qui nous permet de travailler sur 3 data centers avec des systèmes de PRA qui garantissent ce niveau de service. Alors le choix stratégique que nous avons fait, il y a déjà quelques mois, il remonte au mois de février 2013, c'était comment devons-nous imaginer un nouveau moteur numérique qui nous permette à la fois de maîtriser des coûts, à la fois d'être ouvert en termes d'interopérabilité et être capable d'être suffisamment souple et avec une inertie fondamentale liée au fait que le code se trouve dans une fondation qui elle-même est une des fondations les plus importantes et la plus créative, au moins dans les 5 dernières années. Elle a l'avantage énorme d'être ouverte et fondée sur des standards. Elle nous permet aussi d'avoir des capacités natives, et ça a été bien précisé tout à l'heure. Un client qui déciderait de fonder son cloud privé aujourd'hui en utilisant un CMP de type OpenStack, il a la garantie de trouver
le même type d'infrastructure dans un cloud hybride, et en particulier chez l'énergie, le côté miroir du cloud privé versus du cloud public en mode OpenStack rend très facile l'interconnexion, l'interopérabilité et la manière de générer les ressources, autant depuis votre catalogue de services que pour le catalogue de services que nous allons mettre à votre disposition. Enfin, OpenStack nous permet de diminuer les contraintes. Ça a été cité tout à l'heure, la notion de vendor locking. Est-ce que je suis dépendant ou pas d'un fournisseur? Parfois, je suis tellement dépendant que je suis lié au fait que son évolution est beaucoup moins rapide que mes besoins business et je dois caler deux niveaux de vitesse qui ne sont pas forcément harmonisés en termes de rendu. Eh bien, ce que nous avons décidé de faire avec OpenStack, c'est de mettre en place pour nous l'innovation au quotidien et on va voir comment. OpenStack aujourd'hui, si vous regardez, c'est l'ensemble de tous ces acteurs, il y en a pratiquement 10 nouveaux par jour. C'est l'association qui permet effectivement d'avoir un écosystème extrêmement riche, d'avoir des applications de nouvelle génération et la capacité à mettre en place des services à la vitesse jamais atteinte aujourd'hui dans le cycle classique de ce qu'on a pu voir dans l'informatique depuis au moins 20 ans. Un élément important, OpenStack nous permet d'être libre de l'infrastructure hardware sur laquelle votre service va tourner. Ça, c'est extrêmement important pour nous puisque ça nous laisse le choix de choisir des machines qui soient plus adaptées à un certain nombre d'usages particuliers. Quand je fais du débordement en mode hosting, je ne fais pas la même chose que si je fais du traitement intensif de données pour pouvoir faire du big data. Là encore, OpenStack nous permet de faire cohabiter l'ensemble de ces dynamiques-là. Alors, quelques exemples. Les contributeurs aujourd'hui, et vous avez un site public qui s'appelle Scality, qui vous permet de regarder finalement qu'est-ce qu'il y a dans OpenStack, qui contribue dans quoi. Les éléments de gouvernance sur lesquels on s'est fondé, tous les grands acteurs, que ce soit VMware, IBM, HP, Cisco, tous les autres, sont actifs au sein de la fondation et contribuent au code d'OpenStack lui-même. Extrêmement important, donc on n'est plus du tout dans la notion de code libre, contribution individuelle, on est vraiment dans une démarche hautement industrielle pour laquelle les grands acteurs de l'informatique ont décidé de prendre parti et d'avoir un engagement extrêmement visible. OpenStack, des atouts, donc c'est une plateforme ouverte, ça nous permet effectivement de démontrer que nous sommes membres Numergy au sein de cette fondation. Nous avons inauguré notre entrée dans la fondation en octobre, en présence du président de la fondation qui s'appelle Alan Clark. Donc le sponsorship à la fois de la fondation et l'engagement de Numergy est un élément fondamental sur lequel nous savons aujourd'hui maîtriser l'environnement OpenStack, nous savons le mettre en œuvre, nous savons le déployer et nous sommes en capacité, avec notre réseau de partenaires, de vous apporter le différentiel technologique qui vous permettra de lier vos clouds privés avec des clouds de services hybrides. Enfin, un élément d'innovation majeure sur lequel je ne peux pas ne pas m'arrêter, la notion de Virtual Data Center aujourd'hui, elle est complètement disponible dans la plateforme de Numergy et lorsque vous voulez tester, adopter, prouver, sans risque, sans démarche d'investissement fondamentale liée à votre CAPEX, je vous engage à venir regarder à la fois les services de la plateforme Numergy parce que vous allez pouvoir construire à la fois les nouveaux services avec des nouvelles plateformes sans pour autant avoir à vous inquiéter de qui la met en œuvre, comment je la mets en œuvre. Vous allez avoir juste le bénéfice d'utiliser le service proposé. Le Virtual Data Center, c'est réellement la nouvelle manière de concevoir à la fois vos plateformes de services et ça vous permet d'expérimenter des technologies qui sont prêtes à l'emploi. Donc vous n'avez pas besoin d'investir dans un seuil de connaissances avant de l'approprier, vous pouvez déjà l'utiliser, la tester, la valoriser et enfin vous faire un avis de telle manière à choisir la meilleure plateforme CNP du marché. Donc quelques risques, débordement, gestion des risques, performance, sécurité. Un élément très important chez Numergy au service de nos partenaires mais aussi de la valeur absolue que nous voulons apporter, haute disponibilité de la sécurité. Nous avons bâti un Security Operations Center ou un centre de contrôle de la sécurité qui permet de veiller autant aux infrastructures physiques et logiques de la plateforme et vous garantir une visibilité des agressions potentielles de la plateforme, mais aussi les moyens de réaction que nous avons mis en place. Et cette plateforme, elle est extrêmement ambitieuse parce qu'elle était la garantie à la fois de la conformité, en réponse aux attaques multiples, puisque les clouds publics aujourd'hui font l'objet d'attaques massives et importantes. Nous avons mis en place le dispositif pour nous protéger de cela. Enfin, la fusion des catalogues de services, elle peut se faire via par API, soit effectivement par l'affichage de deux interfaces spécifiques. Nous avons développé une interface
à 2 niveaux. Nos partenaires peuvent opérer le service pour vous-même, ou vous pouvez tout simplement opérer le service par vous-même en venant vous connecter sur le site de Numergy. Vous avez les mêmes capacités de mesure, de monitoring, d'intervention, d'activation, et surtout l'élément majeur. Chaque prix sur lequel vous allez vous concentrer pour une offre donnée, la prédictibilité des coûts est un élément indispensable qui fait et qui pratique la confiance aujourd'hui. Quand vous avez choisi une offre chez Numergy, vous en connaissez le prix préalablement. Quand vous recevez la facture, le prix est à l'image de ce que nous avions proposé, affiché en fonction des options que vous avez choisies. Alors, on peut démontrer déjà ce que nous avons fait sur les mois passés. Aujourd'hui, notre portefeuille hybride, il est capable d'aller dans les éléments les plus importants et les plus élevés, mais aussi les plus complexes, l'hybridation de SI, mais aussi des nouveaux services que vous pourriez imaginer, qui sont du web hosting ou des solutions de sauvegarde pour une application dont vous n'avez plus les volumes et les capacités disques. Voilà typiquement des services hybrides que vous pouvez déjà consommer sur la plateforme de Numergy au travers de son réseau de partenaires, capable de répondre à un certain nombre d'enjeux, de tests. Ces tests permettront de valider non plus, comme vous le faisiez de manière classique, un POC, un RFP. Vous pouvez tester directement en ligne, vérifier l'efficacité, et si effectivement vous êtes satisfait de ce service, il ne vous reste plus qu'à le consommer en ligne et le déployer autant de fois que vous le voulez. L'infrastructure, on peut la regarder finalement sur l'objet de la sécurité, la gestion des données, la gestion d'infrastructure ainsi que le management d'applications. Vous voyez qu'en fait, vous trouvez des grands noms. Alors Symantec tout à l'heure a été cité pour la sécurité, les trains de micro, la gestion des données, bref. Un portefeuille très riche, construit à la vitesse de la lumière, est capable d'opérer aujourd'hui des services de grands clients, et ces grands clients sont déjà assez nombreux. Philippe tout à l'heure l'a précisé. Malheureusement, je suis gagné par le temps. La checklist, très rapidement, que nous avions construite, mais vous allez avoir ces présentations. Ce que j'aimerais vous présenter, les atouts, une infrastructure innovante et industrielle, un engagement de service avec un CELA mesuré, une facturation à la consommation, en mode hybride ou non, une sécurité renforcée avec des outils qui vous permettent de gérer les identités, les accès, et un modèle de vente complètement indirect. Ce qui fait la force et la richesse aujourd'hui de Numergy, c'est l'ensemble de ces dispositifs. J'espère et je souhaite que vous veniez les consommer, parce que le tester, c'est déjà un petit bout du chemin pour pouvoir l'adopter. Merci. Là, moi, je vais vous faire une présentation, une démonstration d'un cas d'usage. Bon, c'est une démonstration qu'on avait faite en direct lors d'un événement commun qu'on avait fait avec Numergy au mois de novembre à Échirol. Aujourd'hui, je vous en présenterai une version enregistrée. Il y a divers cas d'usage dans le cloud hybride. Assez fréquemment, on parle de plan de reprise d'activité, ou de stockage, de sauvegarde, d'archivage dans le cloud, ou de débordement d'application. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est le cas d'un débordement d'application que l'on a mis en œuvre. Alors, le scénario de débordement, c'est un débordement d'un cloud privé qu'on a chez nous, qui est basé sur VMware vCloud, sur le cloud public Numergy. Et on a appliqué ça à un service métier qui est utilisé par notre division d'intégration, qui fait donc du service des projets d'intégration, pour l'ingénierie des projets. Alors cette ingénierie est supportée par une application qui a été développée par notre division de service qui s'appelle NovaForge. Donc on a voulu appliquer ça à un véritable service métier. Et le but, c'est de pouvoir faire une gestion agile d'un plan de charge variable. Alors, je vais vous présenter un petit peu rapidement le service métier. Donc, les utilisateurs, ce sont des intégrateurs qui développent, ils qualifient, ils vont livrer chez des clients. Et ils utilisent un service central dans NovaForge qui va conserver toute la mémoire des projets. Tout le cycle de vie des projets,
est géré par ce service central et les utilisateurs y accèdent au travers d'un portail. Autour de ce service central, on va trouver on va trouver des services satellites. Selon des serveurs, là, je vais les appeler les serveurs de test. C'est pour ceux qui travaillent dans le développement, ce sont ce qu'on appelle des serveurs d'intégration continue. Donc là, on fournit des différents services d'intégration continue qui gravitent autour de ce service central. En général, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont récupérer les sources, ils vont faire des compilations, passer des chaînes de tests automatisées, republier des artefacts dans le service central. C'est ce genre de choses. Alors toute la mémoire, comme je disais, toute la mémoire du projet est conservée en centrale. Ce que l'on a ici, c'est du calcul, c'est du traitement. Ce sont des traitements, je vais dire, relativement éphémères, qui produisent des résultats, mais la mémoire sera conservée en centrale. Alors, selon le carnet de commandes de notre division, on va avoir besoin de plus ou moins de serveurs. Donc si on a besoin de plus, on va en rajouter. Donc là, je les rajoute dans mon cloud privé. Et si j'ai besoin, je peux très bien déborder dans mon cloud public. Voilà, comme ça. Donc le scénario va vous illustrer cela. De manière plus précise, j'ai une équipe d'intégration, donc une certaine population d'intégrateurs, et puis j'ai un plan de charge. J'ai un plan de charge en fait qui dérive de mon carnet de commandes. Les projets, ils commencent. J'ai des projets qui sont sur toute la période de l'exercice. Il y a des projets qui se terminent, il y en a d'autres qui démarrent. Et mon carnet de commandes fait que je vais avoir une surcharge d'activité là en milieu d'année. Alors ça, dans le service d'intégration, quand on a une bosse comme ça, on est obligé de faire avec parce que associé aux commandes, il y a des engagements de livraison. On ne peut pas lisser facilement ce genre de bosse. On ne peut pas dire je diffère tel projet. Non, on est engagé, on a gagné la commande, il faut fournir. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Assez classiquement, on va augmenter l'équipe. Donc on va louer des ressources, on va prendre des sous-traitants pour renforcer l'équipe de développement. Et puis, point de vue, si je regarde les serveurs de test dont j'ai besoin, je dirais que quand j'ai une activité relativement faible, je n'ai pas besoin de beaucoup de serveurs de traitement. Et par contre, pendant le pic de charge, pendant la plage de débordement, je vais avoir besoin de plus de ressources. Donc dans le cas présent, je sais que sur mon pic d'activité, j'aurai besoin jusqu'à 6 serveurs. Voilà, alors l'idée, c'est de dire que dans mon cloud privé, j'ai de la capacité pour monter jusqu'à 4 serveurs. Quand j'ai besoin d'aller au-delà, je vais provisionner dans le cloud public. Alors, c'est un scénario de débordement que je qualifierais d'anticipatif. C'est-à-dire que j'ai mon métier, j'ai mon carnet de commandes, j'ai mon planning prévisionnel de charge et j'adapte ma ressource numérique à mon carnet, à mon volant d'activité. Donc c'est de l'anticipatif, il ne s'agit pas de faire du réactif. J'ai un pic de charge transitoire, là je suis vraiment dans de l'anticipatif. Voilà, donc là je vais basculer sur la vidéo enregistrée. Donc voilà, ça c'est l'application métier. Lorsque l'on démarre la démonstration, on est déjà dans une situation de débordement, c'est-à-dire que l'on a... excusez-moi, je suis un peu perturbé par la technique. Ça, c'est l'application métier telle que le voit l'intégrateur. C'est l'accès au portail NovaForge. Les intégrateurs voient les différents services d'intégration continue. Tu peux appuyer. Non, c'est allé trop vite. Là, t'es allé trop vite. On peut revenir en arrière. Voilà, bloc là. Ici, j'ai mes 4 serveurs de test qui sont provisionnés dans le cloud privé. Et j'en ai un 5e qui est dans le public. Je suis déjà en situation de débordement, mais je suis presque en haut de ma bosse. J'ai besoin de provisionner un serveur
supplémentaires. Là, tu peux aller, tu peux cliquer. Ouais, c'est bon. Voilà, alors maintenant, si on regarde ce que c'est, là tu peux l'arrêter, seconde. Si on regarde ce que c'est qu'un serveur d'intégration, bon, c'est des serveurs Jenkins, ce sont des serveurs sur lesquels les intégrateurs vont programmer des travaux à exécuter. Alors, le type de travaux que l'on va avoir, c'est lorsqu'un développeur commit un source, eh ben, on va lancer des chaînes de tests, des compilations et des chaînes de tests. On peut avoir aussi des batchs périodiques. Bon, c'est le métier classique de l'intégration. Donc ça, c'est la vue de l'utilisateur du service qui accède donc à ces services-là à travers le portail NovaForge. On peut aller un petit peu plus loin. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté du décor, c'est-à-dire on va passer sur la console du cloud privé. Voilà, donc ça, c'est la console, là tu peux l'arrêter, c'est la console vCloud Director. Donc là, c'est dans mon cloud privé, associé à mes 4 services applicatifs, je vais trouver des serveurs virtuels dans le cloud privé, qui sont les serveurs en vert, ça ce sont les serveurs de test. Et j'ai également un serveur qui correspond au serveur central en orange. Voilà. Maintenant, ça, c'est la partie qui est dans le cloud privé. Maintenant, si je vais regarder dans le cloud public, donc là, je vais basculer sur la console Numergy. Donc ça, c'est la console qu'on en a à notre disposition. On voit un serveur de... Là, tu peux le laisser. On voit un serveur d'intégration. Alors ça, cette console-là, c'est exactement celle qui est disponible dans Numergy. Donc là, bloque-le une seconde. Maintenant, je vais rebasculer, maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait au niveau des infrastructures. Je rebascule, je vais dire, sur le catalogue de services. C'est-à-dire que moi, responsable de mon équipe d'intégration, je sais que mon plan de charge exige que je provisionne un serveur de test en plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur mon catalogue de services. Là, j'ai le choix. Soit je provisionne dans le public, soit je provisionne dans le privé. Donc, en l'occurrence, on va provisionner dans le public. Là, tu peux y aller. Voilà. Donc, ça, c'est mon catalogue de services. Et là, en fait, il y a toute une machinerie qui va se déclencher. Donc, la première chose que l'on fait, c'est d'acquérir une machine virtuelle, un serveur virtuel que l'on peut voir à travers la console Numergy. Donc, on va le voir apparaître. Là, il est en attente. Et maintenant, voilà, ça y est, il est démarré. On a un deuxième qui apparaît en vert. Voilà. Donc là, le serveur a été provisionné chez Numergy. Et ensuite, bon, nous, on s'est appuyé sur un logiciel qui s'appelle Cloudify, qui est fait par la société Gigaspace. Enfin, c'est un logiciel open source qui permet en fait de piloter la mise en œuvre des services applicatifs au-dessus de l'infrastructure, au-dessus des serveurs virtuels. Et il permet justement d'avoir cette abstraction dont tu parlais tout à l'heure entre ce qui est infrastructure as a service et ce qui est plateforme as a service. Voilà, donc là, en fait, on arrive dans cette opération, on arrive à démarrer à peu près, tu peux y aller un tout petit peu, on démarrer en moins de 6 minutes, on arrive à provisionner un nouveau serveur virtuel avec le service applicatif qui tourne dessus. Voilà. Alors, si je reviens côté utilisateur, là, en rafraîchissant mon écran, je vois que j'ai un serveur supplémentaire que je peux utiliser. Alors, il est prêt à l'emploi. Bien sûr, celui-ci, il est vierge. Il n'y a pas encore de job programmé dessus, mais il est prêt à l'emploi. C'est-à-dire que l'intégrateur peut maintenant définir ses nouveaux jobs. Il peut l'utiliser toujours à travers le portail. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'utilisateur, lui, il n'a rien vu de tout ça. Il n'a pas vu ce qui se passait dessous. Il avait besoin d'un serveur supplémentaire. On lui a fourni un serveur supplémentaire, il continue à utiliser son service à travers le portail, il y a un service supplémentaire. À la limite, il n'a pas forcément conscience qu'il est provisionné dans le public ou dans le privé. Là, pour les besoins de démo, on l'a fait, on a donné des noms qui suggèrent que c'est dans le public ou le privé, mais l'utilisateur en soi ne voit pas tout ça. Alors, je vais quand même revenir un peu sur ce qui s'est passé là. Ce que je vous ai montré là, c'est une offre de type qu'on appelle
plateforme as a service, puisque en gros c'est une plateforme pour l'ingénierie de développement qui est fournie en mode cloud aux utilisateurs de nos divisions d'intégration. Donc les utilisateurs, ils accèdent au service central au travers d'un portail, c'est des types d'accès HTTPS, et on a une fonction de gestion de notre passe qui peut s'appuyer aussi bien sur le public que sur le privé. Alors, ce que l'on fait en premier lieu, c'est lorsque l'on veut provisionner un nouveau service, on va commencer par acquérir une VM, et ça, on le fait à partir d'un catalogue d'images. La différence qu'il peut y avoir entre le public et le privé, c'est que dans le privé, vous avez un contrôle total des images que vous utilisez. Dans le public, vous avez peut-être un catalogue sur étagère, vous avez sans doute la possibilité peut-être de voir avec le fournisseur d'avoir vos propres objets dedans. Après, tout dépend du lien que vous voulez avoir avec le fournisseur. Bon, une fois que vous avez cette VM-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer des logiciels. Alors, on va installer d'abord, je vous ai parlé de Cloudify. C'est un logiciel qu'on vient installer sur le serveur virtuel et qui va piloter l'installation du reste de la pile applicative. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il sait fonctionner aussi bien avec l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a provisionné les serveurs virtuels, le provisionnement de l'applicatif se fait de la même manière. Dans une troisième étape, on va lancer le service. Quand le service est lancé, il s'enregistre auprès du NovaForge central et à partir de ce moment-là, les utilisateurs peuvent utiliser de manière tout à fait transparente, sans avoir conscience de tout ce qui s'est passé là, peuvent utiliser ce nouveau service. Alors ça, c'est un peu magique. Par contre, ça ne se fait pas comme ça. Déjà, on avait eu toute une réflexion avec notre division d'intégration sur cette application métier pour savoir qu'est-ce qu'on met dans le cloud privé, qu'est-ce qu'on met dans le cloud public. Bon, la mémoire des projets, on met ça, on garde ça dans le cloud privé. Les traitements qui produisent des résultats éphémères, on met ça dans le cloud public. L'application, elle est bâtie selon une architecture orientée service. Elle se prêtait assez bien à cet exercice. Pour d'autres applications, ça peut être plus difficile. Sur celle-ci, l'exercice était, de ce point de vue-là, pas trop compliqué, mais c'est quand même par ça qu'il faut commencer. Donc je pars d'une situation de départ où j'ai un environnement privé, où j'ai mon serveur central, j'ai mes serveurs de test. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux mettre des choses dans le cloud public? Déjà, j'ai préparé un environnement. J'ai préparé un environnement chez Numergy. L'environnement chez Numergy, ça va vous fournir un réseau virtuel sur lequel vous pouvez provisionner vous avez du stockage, vous avez du réseau, vous avez un LAN, et vous pouvez provisionner des serveurs virtuels. Ensuite, cet environnement public, il est isolé. Donc, il est isolé de tout autre environnement public pour d'autres clients ou même pour vous-même si vous en avez plusieurs. Et à la frontière de cet environnement-là, vous pouvez avoir des adresses IP publiques et vous pouvez gérer vos règles de flux. Alors, ce que l'on fait, à partir du moment où on a des services dans ce cloud public, il faut qu'on ait des adresses IP publiques visibles qu'on pourra accéder depuis notre SI. En contrepartie, côté NovaForge, nous on avait une utilisation en cloud privé, il va falloir l'ouvrir sur l'extérieur, lui également. Chose qui n'était pas forcément prévue à l'origine. Et on a des règles de flux. Et chez Bull, on a une politique de sécurité qui est assez stricte, donc on doit s'y conformer. Donc on a eu un travail ici pour analyser tous les flux qu'il pouvait y avoir entre les services qu'on va mettre dans le cloud public et ceux qu'on va mettre dans le cloud privé. Et il fallait qu'on détermine toutes les règles de flux à mettre en place conformes à la politique de sécurité. Donc ça, on a fait ça côté Bull, selon nos propres processus. Et côté Numergy, là on a utilisé la console Numergy qui permet de gérer les règles de flux. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, de toute façon, les interactions auxquelles on se ramène, c'est tout en HTTPS, du HTTP sécurisé. Donc les règles de flux, c'est de dire cette adresse IP elle a le droit de causer avec celle-là, et réciproquement. Ce qui fait qu'on a un environnement qui est assez clos. On a réussi assez simplement
à le sécuriser. Alors, pour la gestion du déploiement de services, on a une fonction de gestion du PaaS, qui s'est introduit précédemment sur le Cloud Management Platform. Et en fait, ici, ce qu'on fait, c'est que on met en place un correspondant local, pour lequel on va aussi définir des règles de flux. Et c'est ce correspondant local, en fait, qui, sur instruction du gestionnaire central, va créer les VM chez Numergy lorsque l'on en a besoin. Donc on a sécurisé ce flux-là également. Et là, finalement, on arrive à quelque chose où tous les flux sont sécurisés, tous les flux sont maîtrisés. Il n'y a pas de porte dérobée. De toute façon, alors là, c'est très simple. On met en place des règles assez strictes. Quand ça ne marche pas, c'est qu'il en manque un. Si on n'a pas fait l'inventaire comme il faut, ça ne passera pas. Voilà, donc ici, j'ai mon gestionnaire local qui, lui, en fait, derrière, va piloter, lorsqu'on le demande depuis le central, va piloter le provisioning des serveurs de test qui vont être approchés à l'adresse IP. À partir de ce moment-là, ça devient accessible depuis le cloud public. Pardon, depuis le cloud privé, depuis nos utilisateurs. Alors en conclusion, je dirais, on a fait tout un travail de préparation des services métiers pour pouvoir les mettre dans le cloud. Donc ça, on a cherché à découpler ça, à les découpler de l'infrastructure, parce qu'en fait, on voulait pouvoir utiliser plusieurs IaaS. Il y a Numergy d'un côté, il y avait Cloud de l'autre. On cherche aussi à avoir une procédure de déploiement qui soit la plus indépendante possible du IaaS. Alors un point important, c'est qu'il faut étudier l'impact économique du fournisseur de services. Bon, dans le cloud privé, ça fait un peu monnaie de singe parce que c'est à nous. Dans le cloud public, faut regarder. Alors ça, c'est les questions que ça peut amener, c'est de savoir, est-ce que je fais des VM relativement grosses où je vais consolider plusieurs services, ou est-ce que je fais des VM toutes petites où je mets qu'un service par VM. Bon, on arrive sur des questions comme ça parce qu'il y a un prix de location qui va entrer en ligne de compte. Alors, il faut regarder cet aspect-là, ça a un impact. Par contre, l'architecture doit permettre les deux. C'est un souci que l'on a. L'architecture permet les deux. Après, on s'adapte au modèle économique pour dire je rassemble ces services ou au contraire, j'éclate. Après, on a une phase de conception de la solution de débordement. Donc là, il y a toute l'identification des flux. Comment on les sécurise, quel est le volume, parce que le tuyau d'entrée quand même sur l'environnement Numergy, il correspond à une qualité de service que l'on a louée. La performance, et puis aussi une chose à laquelle on s'est attelé, c'est de voir, mais est-ce qu'on peut simplifier les interactions entre ce qui est dans le cloud privé et ce qui est dans le cloud public. Étudier l'impact des politiques de sécurité de l'entreprise, parce que ça peut vous coincer complètement. Donc ça, il faut les connaître, puis voir si en cas de problème, est-ce qu'il y a possibilité d'évoluer. Ça fait partie aussi de la maturité pour aller vers le cloud. Bon, il y a eu pas mal d'intégration, qualification, la préparation des environnements, c'est ce que j'ai exposé dans le slide précédent. Puis pour ce qui est de l'énergie numérique, notre cloud privé, c'est du VMware vCloud, ressources limitées, et le partenaire Numergy, le cloud public, où là la ressource est infinie, théoriquement infinie. Voilà. J'ai terminé. À titre de conclusion, d'abord, je voulais vous remercier pour votre présence ce matin et l'intérêt que vous avez porté à ce Café Cloud consacré à l'hybridation. Je voulais remercier bien évidemment les partenaires Solucom, Bull pour leur... Je ne me suis pas trompé, pour bien évidemment leur concours. Deux mots, je crois que les besoins sont là. On en a évoqué un certain nombre qui sont plutôt sous le plan techno, mais j'insiste beaucoup sur les usages et le développement des métiers. Je crois que c'est un formidable levier. Le cloud permet cette expérimentation, ce droit à l'erreur pour pas cher.
Et c'est donc le moment d'en profiter, puisqu'encore une fois, toutes les demandes ne seront pas gérées automatiquement compte tenu des besoins et des difficultés actuelles. Donc le cloud permet tout ça. Et dernier point, mais ça répond un peu à votre question, monsieur. Je pense que les solutions existent, elles ne sont pas encore totalement parfaites et abouties. Et votre stratégie, celle que vous définirez en fonction de vos contraintes, votre démarche, vos moyens, etc., vous appartient. C'est à vous de la définir et c'est à vous de dire d'ailleurs on y va pas. Bon. Par contre, si vous y allez, je pense qu'effectivement, alors il faut y aller vite et que le voyage vaut le coup d'être mené avec nous ou avec d'autres. Je préfère avec nous, mais bien évidemment d'y aller. Et surtout, mon conseil de briscard qui ne connaît que peu de choses à la technologie, c'est ne tordez pas les modèles. C'est-à-dire, pour ceux qui ont vécu ça il y a quelques années, je reviens sur l'exemple de l'IT de papa. Les ERP sont arrivés, il fallait absolument des ERP, mais on avait tordu tous les modèles pour le faire recoller à ce qu'on avait avant. Et les entreprises ont consacré des jours et des jours hommes à tordre le modèle pour revenir à l'image écran que j'avais, les fonctionnalités que j'avais, ou les spécificités. Résultat, 1, on a cramé beaucoup d'argent, 2, les performances ont planté, 3, on n'était pas du tout à jour. Pour finir, à la fin, on a dit, bon, on arrête les frais et on va recaler l'organisation par rapport aux propositions de marché qui évolueront avec nous. Je vous suggère de faire absolument la même chose, c'est-à-dire de travailler avec vos différents partenaires, qu'ils soient intégrateurs ou qu'ils soient fournisseurs de solutions, pour aller vers le voyage qui vous répondra totalement. Mais ce qui existe aujourd'hui, il répond déjà à beaucoup de choses. Ne perdez pas trop de temps à vouloir tordre le modèle, sous peine effectivement de ne pas répondre à cette aspiration immédiate. Je dis ça parce que c'est une tentation forte partout, naturelle, normale, de dire moi je suis spécifique, moi je ne suis pas pareil que les autres, moi j'ai ça et je voudrais absolument avoir ça. C'est juste, mais un industriel se doit de répondre pour des raisons de coût et d'efficacité à un certain nombre de standards. C'est vrai, vous pouvez prendre des avions privés, c'est juste. Mais si maintenant vous voulez faire du volume, avoir de la réactivité, prendre des avions de ligne qui sont sécures, pour le coup, heureusement que personne ne s'arrête pas dans la passerelle pour vérifier si le pilote a bien son brevet, si les pneus ont été changés, si le plan de vol a été validé, etc. Ça serait un enfer. On veut aller vite, et donc ces solutions existent. Encore une fois, nous y participons, je pense, activement avec des éléments de différenciation forts. Il vous appartient, à la fin des fins, de faire les choix qui seront les vôtres et qui, je suis convaincu, seront les bons. Je voulais terminer là-dessus, vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à nouveau vous dire que nous sommes tous ensemble à votre disposition pour creuser tel ou tel sujet. Bonjour, merci beaucoup. C'était effectivement assez clair et très intéressant comme série de présentations. J'ai quand même une question un peu générale, parce que vous parlez d'hybride. On peut parler, j'ai vu la présentation de Boule qui est de la rencontre entre du cloud privé et du cloud public. Par contre, dans les différentes présentations, vous parlez quand même assez peu des différents degrés d'intégration nécessaires justement entre ce monde public et ce monde privé. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tous les grands groupes, dans toutes les sociétés qui sont là, on a des politiques de sécurité qui sont en train de se renforcer de plus en plus face aux menaces numériques. Et que moi, je vois en interne, l'hybride, ça me permet effectivement, tout ce que vous dites fait du sens et apporte beaucoup d'avantages. Mais si j'ai pas l'intégration nécessaire entre ces deux mondes, ou des passerelles assez naturelles entre ces deux mondes, je pense que les avantages, on ne saura pas en tirer complètement parti. L'intégration, au sens où vous l'entendez, vous parlez de mécanismes existants dans votre entreprise qui doivent être compatibles avec l'offreur de la plateforme publique. C'est pour ça qu'en fait, nous avons un réseau de partenaires qui vous permet réellement d'adapter soit le mode API pur et dur. Ça veut dire qu'en fait, ces API vont paraître depuis votre catalogue de services vers celui de Numergy, si vous retenez Numergy, ce que je souhaite. Et là, c'est une documentation absolument limpide de la manière dont on interagit. Et en même temps, nous avons mesuré les pratiques nécessaires au fait que les risques, on sait les exposer, les expliquer, les traiter, puis les confiner et enfin les éliminer. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du centre de contrôle, ce centre de contrôle, il a vocation à surveiller à la fois l'infrastructure de Numergy, mais aussi tous les flux qui viennent à la fois de nos clients, de nos partenaires, vers la plateforme de Numergy et vice-versa. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on est équipé de 3 niveaux
de surveillance. Le premier, c'est, on va dire, le hacker du samedi. Celui-ci, vous ne le connaissez pas, je ne le connais pas. Néanmoins, il peut être dévastateur si effectivement on apprenait qu'une faille avait été trouvée. Et pour ce qui nous concerne, il faut absolument vous garantir ce niveau hermétique dans la mesure où il est possible de le faire. Juste un petit mémo, 135 bots par jour, menaces de sécurité par jour, pour quelques milliards d'emails, pour des failles sur du code HTML, etc. Je ne vais pas vous faire un discours sur le hacking, mais ce premier niveau, il est absolument garanti et on a la trace immédiate d'un phishing sous toutes ses formes. On a un deuxième niveau qui adresse plutôt les sociétés criminelles, donc ce qu'on appelle de manière générale la mafia. Et vous savez, vous avez vu le nombre de malversations, piratages divers et variés. Le dernier aux États-Unis, 100 millions de données volées à un des grands supermarchés. On ne peut pas dire que c'est le cloud en tant que tel qui génère ça. C'est l'appétit de nouveaux revenus avec des lois qui fait que quand j'ai volé ça, finalement, ça me coûte moins cher que de vendre de la drogue ou je ne sais quoi d'autre. Et le troisième niveau, c'est Prism, qui est venu au milieu de l'été rappeler qu'il y avait une manière, au travers de lois qui ont vocation à protéger les citoyens dans l'espace territorial où ils vivent, où effectivement on a mis des moyens de collecte d'informations qui dépassent d'une certaine manière l'usage proprement lié à la sécurité, voire avec des débordements d'usage de ces mêmes données. Pour ce qui nous concerne, notre SOC opère les trois niveaux, c'est-à-dire l'intelligence économique État à État est pris en compte dans les politiques d'observation et les dispositifs que nous avons mis en place. Le hacking, on va dire mode mafia, il est vraiment, vraiment surveillé sous toutes ses formes. On a des alertes en temps réel. L'idée, c'est de ne pas être inondé d'alertes sans jamais savoir quelle est la politique de traitement. Voilà, d'une certaine manière, je vous invite à venir nous visiter. Nous pourrons vous montrer au travers des certifications les mécanismes que nous avons mis en place. On ne va pas faire ça pour tous nos clients. Mais quand on détient la certification ISO 27001, on est passé par un parcours qui doit démontrer et qui affirme « je fais ce que je dis et je dis ce que je fais ». Voilà des éléments de réassurance dont tout le monde a besoin parce que la sécurité, ce n'est pas un élément optionnel. C'est l'élément qui participe au fait que si le business est confiant, alors ces nouvelles capacités seront forcément consommées. Moi, je voulais en fait rajouter quelque chose, c'est que finalement, faut revenir à ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que la sécurité, à la base, c'est une gestion des risques. Excusez-moi, je vais repréciser parce que la sécurité, je ne doute pas un instant qu'effectivement vous avez tous les niveaux de sécurité nécessaires. Et la sécurité, pour moi, n'est pas forcément le frein. Et je pense plus en termes d'intégration où j'ai des utilisateurs qui sont identifiés chez moi en interne sur des annuaires. Demain, j'ai positionné des services chez vous. Comment est-ce que ces utilisateurs, ils se reconnaissent? On parle de débordement, c'est-à-dire que moi, mon service, il est en interne avec toute une typologie d'annuaires. S'il déborde de l'autre côté, il faut aussi que mes utilisateurs ils se reconnaissent de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, la passerelle entre ces deux mondes, comment elle est faite? Oui, effectivement, c'est une des problématiques, d'accord. Donc, en fait, c'est effectivement l'intégration de l'ensemble des annuaires entre les différents clouds. C'est une problématique que vous avez, en fait, qu'ont les entreprises qu'on suit dès qu'ils déploient un cloud, même hors cloud hybride. À partir du moment où vous déployez une nouvelle infrastructure ou un nouveau data center, vous êtes externalisé, j'entends. Vous avez cette problématique effectivement d'intégration. Alors, il y a des systèmes aujourd'hui, c'est une problématique que beaucoup ont, il y a des systèmes aujourd'hui d'intégration qui sont en train de se développer. Donc, le premier, on va dire, la première façon de faire, ça va être une façon un peu de recopie d'annuaires, de synchronisation d'annuaires entre deux annuaires. Donc, il faut avoir un prestataire qui vous propose de mettre en place dans ses locaux, effectivement, un annuaire qui vous correspond. Donc, en l'occurrence, si c'est Numergy, par exemple, de pouvoir mettre un annuaire chez Numergy et une synchronisation entre le vôtre et ce nouvel annuaire. L'autre possibilité, aujourd'hui, on voit des plateformes d'intégration spécialisées dans la synchronisation de plusieurs annuaires entre eux, avec un niveau de sécurité de multi-tenancy, donc avec cette notion de, finalement, je fais
je fais une plateforme qui va permettre à plusieurs clients d'intégrer leurs différents annuaires tout en garantissant la segmentation entre les clients. C'est assez poussé et on en est au début, c'est pas complètement mature, on est encore dans les outils un petit peu naissants, mais il y a des solutions de ce type-là qui sont en train de naître et qu'on voit déployer chez certains pour gérer ces problématiques-là pour du cloud hybride ou pour de la gestion de plusieurs sites, tout simplement. La solution IAM, aujourd'hui, en fait, on propose la fédération d'identité au travers de Summon, sur lequel, effectivement, nous sommes naturellement compatibles. On peut mettre ça dans une machine virtuelle, on peut connecter nos LDAP, on peut utiliser LDAP, l'Active Directory. Tous ces mécanismes-là, aujourd'hui, on sait les mettre à votre disposition, soit dans une machine isolée que personne ne verra et dont vous aurez le contrôle, non pas l'opérateur Numergy. L'opérateur Numergy, il verra l'activation de votre machine et les services qui sont dedans, ils sont sous votre contrôle et pilotés par une adresse email particulière, s'il le faut, une association d'un utilisateur. J'ai parlé d'IAM tout à l'heure. Nous faisons de l'IAM et du SSO pour favoriser, on va dire, ces multiples connexions sécurisées. Donc ça, c'est la continuité des politiques de sécurité que vous avez mis en place, qu'on est capable de mettre en mode miroir dans notre infrastructure. Et là encore, c'est le fait de sécuriser les machines qui vont être dépositaires du service, qui vous garantit que vous avez la maîtrise et la prolongation de vos politiques de sécurité. Si je peux ajouter quelque chose juste sur l'exemple que j'ai présenté. Au niveau Numergy, on provisionne des serveurs virtuels. On a sécurisé les flux, donc ils sont bien protégés. Numergy ne connaît même pas le mot de passe des machines que l'on utilise. Ça, c'est géré au niveau de l'applicatif. C'est l'applicatif qui authentifie ses utilisateurs et puis qui délègue en fait vers les services satellites, qu'ils soient dans le privé ou dans le public. Bon, sur cette application-là, on avait déjà cette problématique qui était déjà prise en compte dans le service NovaForge, ce qui fait que ça a été assez facile à transposer. Mais il y a une séparation bien claire, c'est-à-dire qu'à la limite, Numergy n'a aucune connaissance de ce que l'on fait des serveurs que l'on a provisionnés chez eux. Ça, pour moi, c'est un principe essentiel, ils n'ont pas à savoir ce qu'on en fait. Nous, on a besoin de savoir que c'est sécurisé, que les environnements sont bien isolés. Après, on a nos propres questions de sécurité que l'on gère au niveau applicatif. On met en place nos flux. On a bien en tête notre politique de sécurité. Ça veut dire quand même, là où il y a un changement, c'est qu'on avait quand même l'habitude de faire tourner ces applications dans des environnements clos qui étaient chez nous, bien à l'abri, bien au chaud. À partir du moment où on a dit j'en mets un bout à l'extérieur, on a dû se poser des tas de questions. Et que par exemple, il y a des fois des flux qui étaient en clair et c'était tout à fait justifié parce qu'on était dans des enceintes bien protégées. Là, c'est plus pareil, donc on a dû faire quelques évolutions pour ça. Alors quand vous avez une application qui est déjà orientée, qui suit une architecture orientée service, c'est quand même plus simple à faire que si vous avez un beau monolithe, un silo, que vous allez avoir du mal à découper.